Être First PM, ce n'est pas être un product manager comme les autres. C'est débarquer seul dans une boîte où tout est à construire avec plus de questions que de réponses. Startup, PME, grand groupe, le contexte peut être tellement différent que tu peux être First Product Designer, First Product Marketer, First Product Ops ou même magicien. Mais toujours couteau suisse à jongler entre opérationnel et stratégie. Je suis Marc Vidal, solopreneur et passionné de produits. Avec First PM Stories, je donne la parole à celles et ceux qui vivent ce rôle si particulier que j'ai moi-même exercé à plusieurs reprises. À chaque épisode, un First PM ou un CEO partage ses galères, ses réussites et parfois ses erreurs de casting. De quoi rendre concret ce poste unique et offrir des clés utiles à ceux qui l'exercent, comme à ceux qui recrutent. Allez, installe-toi, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau partenaire, Maestro, l'école de Maria School qui forme les product leaders aux compétences de demain. Si vous voulez apprendre à intégrer l'IA dans votre approche produit, analyser plus vite, prioriser mieux et prendre de meilleures décisions, découvrez leur formation Product et IA. C'est concret, actionnable et pensé pour les PM, PO et founders. Toutes les infos sont en description. Il y a 3 semaines, je vois un certain David qui s'abonne à ma page sur LinkedIn. Je le connais pas, je check rapidement son parcours. Ça a l'air super intéressant pour faire un call et creuser plein de sujets. Je le contacte et la première réponse a été assez marrante. « Ah, je suis super chaud pour échanger avec toi, mais franchement, je suis pas convaincu d'avoir quelque chose à te dire. » Ça, c'est plutôt marrant parce qu'au final, on a échangé et je pense qu'il y a du contenu pour faire au moins 2 épisodes ensemble. Salut David, comment vas-tu ? Salut Marc, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. Moi aussi, merci. Donc, David Lichtlet, voilà, tu vois, je l'ai bien dit. Ouais, Déjà, j'ai pas bravo. bugué, ça c'est plutôt, C'est l'histoire de plutôt ma cool. vie, ça. Désolé. Qui travaille chez Sinovo Group, une société qui existe déjà depuis un bon moment, plus d'une dizaine d'années, qui a une solution historique qui marche très bien sur un marché et qui a décidé il y a quelques temps maintenant, à peu près 2 ans, de lancer un nouveau produit. C'est le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui avec David. Je te laisse te présenter. Eh ben, déjà, merci pour l'invitation. Du coup, effectivement, je pensais pas avoir des choses à raconter, mais on découvre en discutant avec toi, donc c'est très chouette. Merci beaucoup. Et puis, bah, le podcast est super inspirant. Depuis qu'on a discuté, j'ai écouté beaucoup d'épisodes. C'est assez inspirant et passer après des gens comme Enzo Avigo ou des Nicolas Adam que tu suis sur les réseaux sociaux, c'est toujours très chouette, quoi. Donc, En plus, merci on beaucoup. compte en plus. C'est trop cool. Ouais, c'est des gens vraiment géniaux. Bah écoute, moi je suis donc product manager aujourd'hui chez une société qui s'appelle Sinovo Group depuis un peu moins de 2 ans. De formation, je suis designer. J'ai commencé ma carrière dans le monde du design. Je me destinais plutôt au monde du jeu vidéo et du cinéma au départ, pour être assez honnête. Et la vie a fait que je suis parti après ailleurs. J'ai fini après quelques années par monter ma propre société, assez jeune. Ça a duré 5 ans. Et puis voilà. Et après, la vie a fait que j'ai eu l'occasion de toujours travailler sur des lancements de produits. On en rigolait tous les deux en préparant le podcast, mais c'est un peu devenu mon karma, quoi. J'ai rencontré beaucoup de boîtes en early stage et pour qui je suis allé travailler. Donc c'est vraiment un peu un fil rouge tout au long de ma carrière. Et donc je suis arrivé début 2024 chez Sinovo Group, qui est donc un éditeur de logiciels dans le monde du transport de patients, qui édite une solution qui s'appelle Saphir, qui est un client lourd, un gros ERP qui permet aux ambulanciers de gérer toutes leurs opérations. Et moi, je travaille à côté de ça sur le lancement d'un logiciel de gestion de parc automobile à destination de ce public-là. Et on est une petite équipe, on est 4 dans l'équipe aujourd'hui, des ingés et moi. Et puis bah voilà, donc, comme toujours, premier PM, donc tu fais beaucoup de choses, quoi. Ouais. Depuis, comment dire, le secteur d'activité est particulier, c'est pas simple. Il y a beaucoup de réglementations et compagnie. Donc, arriver à proposer des solutions. Tu parles des ambulanciers, mais les ambulanciers, ça travaille avec des patients, des établissements de soins. Donc, c'est Ouais. super complexe quand même de naviguer là-dedans. Et comment dire, c'est proposer des bonnes solutions. C'est vraiment pas simple. Donc, déjà chapeau à vous d'arriver à proposer des choses depuis autant d'années. Et très très bien. Ok. Et j'aime bien le côté, c'est ton karma. Hein. Voilà, ça colle à la peau. Hein. De toute manière, quand on est là-dedans, on y a goûté, on aime bien, et puis on essaie des fois de changer, mais on y revient toujours. C'est toujours très intéressant.
C'est vrai. Bah, quand j'ai quitté ma boîte, c'était un peu ma question. Et finalement, ce rôle de premier PM complète vraiment bien l'aventure entrepreneuriale. Quand tu as eu la chance de monter une boîte et de t'en séparer, c'est un peu la suite logique. Et c'est une expérience vraiment fantastique, en tout cas. Ah, je comprends bien. Donc toi, la solution sur laquelle tu travailles, elle s'appelle Tina. Tina, ouais. On est d'accord? Elle s'appelle Tina. La première question, mais déjà toute simple, c'est pourquoi Sainovo Group est parti sur cette idée-là? Histoire de bien mettre le contexte, comment t'es arrivé, euh, quels étaient les besoins à couvrir, voilà. Histoire d'avoir une vision assez globale du début. Alors c'est une décision qui s'est prise avant que j'arrive en vrai. Donc c'est une société qui a été cofondée par trois personnes qui déjà avant l'arrivée de mon équipe, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, qui avaient identifié qu'il y avait un sujet sur la gestion des véhicules qui est déjà embarqué dans Saphir, mais qui a besoin d'être augmenté, développé sur des axes un peu différents de ce que Saphir fait aujourd'hui. Il y avait à l'époque une techno en place qui avait besoin d'être sortie, sans rentrer dans la technique, mais qui avait besoin d'être sortie de la stack historique. Donc ça, c'était un premier axe de décision, et puis une opportunité de développer le business vers d'autres besoins, vers des cibles un peu différentes. Donc une opportunité business assez évidente. Et donc il fallait apporter une réponse qui à la fois améliore et apporte des réponses techniques et permet de développer le business de façon beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, quoi. Ok, ok, très bien. Euh, élargir le business, arriver à, comment dire, à corriger une dette technique qui pouvait arriver sur de la techno. On a des trucs assez classiques, on va dire, mais qui sont importants. Et donc toi, tu arrives dans ce contexte-là. Ouais. Combien de personnes à peu près? euh, Quelle a été, on va dire, un peu ta feuille de route quand t'es arrivé? Bah, il y en a pas beaucoup, des feuilles de route. D'accord. Bah, il y a cet objectif de départ, hein, de sortir toute la partie qui permet de géolocaliser les véhicules, de les positionner sur une carte, qui est un frein au développement de Saphir. Il y a la nécessité finalement de définir un peu la feuille de route. Je sais que ça a été beaucoup dit dans certains épisodes que ça a déjà enregistré, mais je crois que c'est quelque chose qui se répète pas mal. Bah, ça a été le cas aussi pour moi. Donc il a fallu défricher un peu qui sont les utilisateurs, quel est le besoin, c'est quoi le marché, qu'est-ce qu'il y a en face. Il a fallu comprendre aussi progressivement, de façon un peu plus précise, comment les choses allaient devoir se mettre en œuvre, puisque quand j'arrive, c'est une entreprise qui fait déjà une centaine de salariés. On est 140 aujourd'hui. Bah, c'est un groupe, donc on a une existence internationale. C'est une boîte qui aujourd'hui est implantée au Canada. On a une antenne à Lyon, on a une antenne à Madagascar. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent à l'international aujourd'hui. Et effectivement, il faut comprendre que la boîte commence à avoir cette trajectoire-là et savoir l'accompagner aussi dans ses nouveaux objectifs, quoi. Ouais, ok, ok. L'équipe en place, toi, quand t'es arrivé, combien de personnes pour travailler sur le projet? Bah, c'était un peu particulier parce qu'on est arrivé, en fait, on est arrivé tout de suite avec une équipe de 5 au total. Ouais. En fait, c'est la startup pour laquelle je bossais avant, où on avait une super équipe technique, il y avait vraiment des devs qui étaient géniaux, qui le sont toujours. L'équipe a un peu changé, elle a un peu bougé entre-temps, mais effectivement, on est arrivé avec cette équipe-là parce que ça permettait de tout de suite avoir une équipe prête, opérationnelle, qui délivre assez vite. On a dû faire des choix techno assez rapides et on a commencé à coder quasiment tout de suite, quoi. Ok. Donc, quand t'es arrivé, il y avait rien, on va dire, et Rien vous du êtes tout. arrivés ensemble. Ouais. Vous avez construit l'équipe ensemble, avec la volonté euh, de shipper vite. C'est pour ça qu'il y a une équipe tech qui était quand même là assez tôt. Et puis, ce qui était bien, c'est qu'une équipe tech avec laquelle tu avais déjà travaillé. Hum, Donc, comment dire, il y avait déjà des habitudes qui pouvaient exister et hum, potentiellement
des facilités à utiliser certaines technos ou autres, on va dire. Et toi, sur la partie très métier, euh, ok, il y a des gens qui sont là pour shipper, mais il faut quand même que quelqu'un continue à garder ce contact utilisateur, client et aussi en interne, euh, voir si on était toujours bien aligné, jour après jour, semaine après semaine, sur la volonté d'amener le produit quelque part. Donc, toi, tu avais un peu ce rôle-là, si je comprends bien. C'est ça, ouais. Bah, au-delà du delivery, il faut sécuriser un peu l'équipe sur les choix qu'elle va devoir faire très vite. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a, bah, tu l'as évoqué, il y a deux aspects. Il y a l'interne, il y a comprendre bah, les gens qui sont là dans Sinovo Group, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quelles sont la lecture du projet qu'ils ont. Et il y a plutôt la partie marché, utilisateur, arriver à obtenir des feedbacks de la part des clients actuels. Euh, Client sur sur l'autre solution au sur final, pas l'autre solution, ouais, les clients qui utilisent Saphir, arriver à définir un périmètre de ce qu'on va être capable de servir, pas servir. Il faut savoir le faire assez vite. Et puis au-delà de ça, moi je suis aussi allé faire une étude de marché assez pas complète, mais je me suis attardé un peu quand même sur qu'est-ce que c'est une solution de gestion de flotte. Pour le coup, je suis pas du tout spécialisé vertical, transport, mobilité, tout ça. Donc j'ai dû aussi me former un peu, comprendre un peu ce que c'est normal. que un parc de véhicules, qu'est-ce qu'on fait sur la gestion de flotte. Voilà, donc c'est aussi un apprentissage que de faire j'appelle ça un peu ses devoirs, quoi. C'est son étude de marché, son enquête, et tu te rends compte aussi, et c'est aussi un peu une différence entre Saphir et ce que nous on fait, c'est qu'on évolue dans un marché qui a un océan rouge extra dense, des solutions de gestion de parc automobile, il y en a des Ouais. centaines. J'ai un tableau Excel extra long qui est même pas complet à mon avis, mais qui est enfin un marché qui est très dense. Là où Saphir évolue dans un marché, Saphir est numéro 2 de son marché sur les ERP à destination des ambulanciers. Le marché est beaucoup plus petit, beaucoup plus niché, donc on attaque aussi un marché qui a une dynamique un peu différente, quoi. Ok, ok, très bien. Et donc toi, tu avais ce côté comprendre le marché, c'est une chose, et aussi travailler avec de l'interne. Mm. Euh, vous êtes arrivé, comme tu dis, l'équipe a commencé vite à shipper des choses, très très Mm. bien. On sait comment ça se passe hein, quand sur le délancement de nouveaux produits. L'idée, c'est quand même d'arriver à itérer vite. On arrive à produire rapidement des choses. Euh, Toi, sur ce travail que tu avais à faire, où tu devais naviguer entre on va dire, il y a la direction, il y a les volontés de la direction, la vision. Tu as des équipes aussi en interne, tu l'as dit, hein, tu devais échanger avec des clients existants, ce qui veut dire aussi que tu as certainement dû échanger avec les sales ou le Mm. support, ce type de profil pour comprendre ton écosystème. Mm. Quand vous êtes arrivé, j'imagine quand même que les manières de travailler n'étaient pas les mêmes. Celles que toi, enfin celles que vous étiez en train de mettre en place côté Tina, n'étaient pas les mêmes que celles qui existaient côté Saphir. Comment ça a commencé à être perçu? Comment toi t'as navigué là-dedans? Alors ça a été de mon point de vue, ça a été quelque chose de très itératif. On a eu un contact interne avec les différentes parties prenantes du projet qui sont faits vraiment étape par étape. Euh, donc à 140 personnes, quand tu es un groupe, il commence déjà à y avoir pas mal de métiers un peu différents qui ont Ouais, tous une lecture un peu différente du projet sur lequel tu travailles, qui est très attendu par les clients. Le support attend beaucoup, les commerciaux attendent beaucoup. Donc en fait, il s'agit de comprendre que déjà il y a des besoins variés. Il faut savoir y répondre, mais pas y répondre. Enfin, moi, j'ai pas essayé d'y répondre euh, avec une réponse définitive trop rapide. Il m'a fallu un peu de temps pour arriver à construire les réponses solides que je voulais donner. Ce que je veux dire par là, c'est que pareil, on en parle souvent,
savoir dire ok bon bah ça on va pas pouvoir le faire ou pas à court terme. Ça c'est quelque chose qui a été imaginé, parfois promis, mais sur lequel en fait aujourd'hui on a un doute sur lequel on va pouvoir livrer quelque chose tel que vous l'attendez. Donc ça demande en fait de jouer entre la découverte de ce que tu es en capacité de livrer, les besoins attendus à l'interne, avec des rythmes entre les deux équipes qui sont vachement différents, quoi. Ouais, j'imagine. Quelque part, si je dois simplifier ce que tu veux dire, c'est il y avait pas de réponse simple. Il n'y avait pas de réponse simple, non. Non, et Et puis, oui. je sais que ça amène des fois de la frustration parce que tu amènes des fois des réponses négatives à des endroits où les gens attendaient beaucoup une réponse positive. Et tu gères un peu ça au quotidien parce que les gens essaient de pousser pour qu'il y ait un truc qui passe et qu'on arrive à le faire et tout. Et tu te rends bien compte qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont prioritaires à côté. Comme on l'a évoqué au début, il y avait des enjeux techniques assez forts auxquels il fallait Ouais, répondre en tout à fait. priorité pour permettre à la boîte de continuer à se développer sur d'autres choses. Je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais on a eu Oh, c'est pas le but, ouais. on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Il y a eu besoin d'arriver à accorder les deux équipes sur la façon dont elles interagissent avec leurs différentes parties prenantes, le support, les commerciaux. Euh, je sais pas si c'est un point sur lequel on doit creuser, mais assez vite, la boîte où on bossait avant avec l'équipe, on était sur un sprint de 2 semaines, 2, 3 semaines. Ouais. Assez vite, j'ai commencé à instaurer un rythme des cadences beaucoup plus rapides, à descendre un sprint d'1 semaine pour arriver à tirer des conclusions rapides de semaine en semaine et à arriver à sortir de chaque semaine avec un learning clé et pouvoir se dire, OK, ce learning-là, qu'est-ce que j'en fais? À qui je le communique? Comment je capitalise dessus pour faire quelque chose de cohérent et qui a de la valeur auprès des différentes parties prenantes du Ouais, projet, quoi. non, mais super intéressant. Il faut juste pas que j'oublie de te dire un truc après. Non, mais par rapport à la manière de travailler, justement, quand il y a deux solutions, dont une solution historique et éprouvée qui est déjà en place et qui marche, euh, je trouve ça super intéressant ce que tu dis d'avoir réduit le temps de sprint, hein, on peut rentrer dans des détails comme ça, pour arriver à avoir de la matière à proposer en une semaine. Euh, je crois que j'en parlais, j'ai dû en parler lors de l'épisode avec Enzo. Je crois qu'Enzo a expliqué que l'idée c'était quand on est sur de l'early stage, faut shipper le plus rapidement possible Mm. pour avoir du learning le plus tôt possible. Donc ça rejoint vachement ce que tu dis. Complètement, ouais. Là où je me rappelle moi dans mes expériences passées, le donc quand on avait lancé un produit, alors c'était un SaaS, on l'avait mis sur le marché et on avait déjà une soixantaine de clients, on avait un truc plutôt éprouvé. Et la manière de travailler a été un peu différente, c'est-à-dire que de sprint de 2 semaines, on avait dû passer à un sprint de 3 semaines parce qu'au contraire, le côté hyper cérémonial qu'on pouvait avoir, avec le nombre de réunions qu'il y avait à droite à gauche, faisait qu'on perdait, on avait l'impression de perdre en productivité. Mm. Donc, je trouve ça très intéressant, la manière d'utiliser de s'approprier justement ces outils, les cérémonies, les sprints, autres. Savoir que il y a la méthode, il y a ce qu'on apprend et là-dedans, s'adapter au contexte qu'on a. Et donc déjà, je trouve ça très très bien. Et c'est vrai qu'on n'avait même pas parlé de ça au départ, mais penser que quand on est sur dans votre contexte où il y a quand même un besoin d'alignement avec les parties prenantes, je pense qu'effectivement ce côté avoir réduit euh, la durée des sprints, enfin visiblement de toute manière ça a été plutôt productif Bah, et positif pour vous, quoi. honnêtement, ça a été un peu. Mon équipe m'a regardé un peu en point d'interrogation au moment où j'ai fait la proposition d'aller sur un rythme plus élevé, parce qu'on sait que livrer un incrément sur 2 semaines ou 3 semaines, c'est déjà pas toujours évident. Quand tu arrives dans une organisation qui a un delivery qui lui est sur des cycles plus longs, mais de façon complètement assumée et pour des vraies raisons, parce qu'on parle d'une techno qui est très complexe, très lourde, sur laquelle il y a une base de code qui est immense, sur laquelle effectivement il y a beaucoup de choses à gérer avec des contraintes derrière.
Quand toi t'arrives et que tu dis non, mais en fait, je vais pas augmenter mon temps de cycle, je vais le réduire, je vais essayer de réduire le temps qu'on passe sur un incrément. Les gens comprennent pas, alors qu'en fait, pour moi, l'objectif, c'était en fait, derrière moi, c'était de gérer le chaos, quoi. On sait tous que quand tu démarres un projet comme ça, il y a de toute façon beaucoup de chaos qui s'installe. Il faut arriver à remettre les choses dans l'ordre. Et si tu itères pas à un rythme assez suffisant, tu t'en sors pas. Donc en fait, pour que les gens comprennent ça, on avait vraiment cette idée, enfin moi j'avais vraiment dans cette idée de essayer à chaque fin d'itération de sortir avec des apprentissages et de tirer une conclusion ensemble et de dire ok, bah, de cette semaine-là, on sort avec quoi, on fait notre review ensemble, qu'est-ce qu'on a bâti, de quoi on est fier, qu'est-ce que ça nous amène à comprendre pour la suite. Et bon, j'ai des développeurs en or, je sais pas s'ils écouteront l'épisode, mais je leur fais un gros coucou parce que c'est vraiment génial de bosser avec eux. L'équipe est en or et elle fait confiance là-dessus et c'est vraiment génial, quoi. Ouais, 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 parce que c'est pas forcément simple. La question que j'avais juste avant, mais quelque part qui est, c'est une question qui reste dans ce giron là de la manière de naviguer entre les deux solutions. C'est quelque chose que tu nous as pas forcément dit. Pour l'instant, c'est qui était le sponsor. La volonté, elle était vraiment portée par les founders. Donc il y avait quand Ouais. même, t'avais un appui de la direction sur la manière d'avancer, quoi. Bah, au moment du recrutement, moi, je suis approché par le CEO de la boîte, Jérémy, qui me pitch le truc et qui me propose de venir le faire. On débarque à 5 et on découvre qu'en fait, le responsable au niveau des associés du projet, c'est le même responsable, c'est le directeur technique de Saphir, Guillaume, qui gère toute la partie développement avec une équipe à côté de lui, évidemment, parce que je l'ai déjà dit avant, mais c'est un soft qui est très large et très vaste et très complexe. Il faut des gens très bien câblés pour faire ce genre de truc-là. Donc on a un Guillaume qui en fait partage entre guillemets un peu l'ownership au niveau de la direction des deux projets, des deux produits, et effectivement a joué un rôle d'appui, de sponsor du projet assez tôt. Même si ça a demandé, je sais qu'on en a parlé et que on va peut-être creuser un peu la question, mais ça a demandé de se réajuster et de retravailler un peu les choses. On a peut-être mal engagé. Moi, j'ai peut-être fait mal j'ai peut-être fait des raccourcis à certains endroits en me disant qu'il y avait des choses qui étaient naturelles pour moi, qui devaient être ailleurs aussi, qui pour le coup l'étaient pas forcément. Donc, on a pu échanger ensemble. Mais Guillaume a été facilitateur de beaucoup de choses et le fait de partager cet honneur Ouais. au niveau de la direction a permis de recaler les choses quand c'était nécessaire, quoi. Est-ce que tu as quelques exemples là où tu dis des choses qui te paraissaient plutôt naturelles et qui l'étaient pas forcément? Donc, on a eu des situations où effectivement il fallait l'objectif dans la synchro entre les deux softs Tina et Saphir, c'était d'arriver à quelque chose de d'ISO par rapport à ce que Saphir permettait déjà de faire aujourd'hui. Saphir Donc là, étant c'est sur la partie technique là, tu parles. sur la partie fonctionnelle. Sur la partie vraiment purement fonctionnelle, il fallait qu'on arrive à Oui, reproduire une ok, expérience utilisateur ok, qui d'accord. permettent d'avoir le même champ de fonctionnalité en apportant des améliorations, en apportant une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire de différent qui règle des problèmes pour l'utilisateur dans son quotidien. Et en fait, comme je le disais, vu que Saphir est assez complexe, que l'accès au logiciel est aussi lui sécurisé et que tu peux pas non plus ouvrir un Saphir librement. Enfin voilà, c'est un domaine où il y a de la donnée de santé, donc on fait pas ce qu'on veut. On est d'accord. Euh, il a fallu que on discute beaucoup à travers Guillaume sur ok, comment est-ce qu'on va récupérer cette fonctionnalité-là de notre côté pour faire en sorte que ça fonctionne correctement par rapport aux attendus de l'utilisateur en apportant des améliorations. Et donc, feature par feature, on s'est rendu compte au bout d'un moment que l'équipe Tina avait une mauvaise compréhension de ce que ça voulait dire ISO sur ce que ISO fonctionnel par rapport à ce que Saphir est capable de faire. Donc il a fallu qu'on mette en place des outils pour que, avec l'appui de Guillaume, le CTO de Saphir, que lui puisse dire OK, bah, sur cette feature-là, on va y aller de cette façon-là. Celle-là, on la met de côté, on verra plus tard. Donc il nous a beaucoup aidé dans les choix sur ce qui était vraiment prioritaire en termes de reproduction d'expérience utilisateur par rapport à ce qu'ils avaient aujourd'hui.
Ouais, je comprends. Super intéressant. Alors, c'est pas forcément des contextes que tout le monde retrouve, hein, parce qu'encore une fois, là, on parle, produits existants avec, complexité, de réglementation et autres, Mmh. et un produit additionnel qui vient sûr additionnel, un nouveau produit, mais qui vient, alimenter, tout ça. Donc c'est des contextes qu'on retrouve pas forcément de partout. Ce que je trouve super intéressant, par contre, dans la résolution, c'est tu dit une phrase, c'est l'équipe Tina avait une mauvaise compréhension, si on peut dire comme ça, hein, c'est comment dire, de ce qu'on entendait par ISO, et il a fallu beaucoup reboucler. Et la question que je me pose quelque part, c'est la manière vraiment d'arriver à une synchro là-dessus. Euh, je vais aller loin dans ma réflexion, mais globalement, dans les différentes expériences que j'ai pu avoir là dernièrement, euh, je trouve, c'est un constat, hein, comment dire, je ne parle qu'en mon nom, mais que il y a quelque chose qui revient souvent, c'est il y a plein de choses qui se disent et qui se disent. Alors, il y a dans des réunions, on se dit beaucoup de choses. La culture de l'écrit, il y a des boîtes où elle est très présente et d'autres où elle l'est pas forcément. Ouais. Et on s'aperçoit que entre ce qu'on a pu se dire, ce qu'on a pu comprendre et ce qui est fait, il y a un delta qui est monstrueux. Et quand on arrive à et qu'on se force à écrire certaines choses. Alors, l'idée c'est pas forcément de les écrire, de faire valider une, deux, trois, quatre fois, parce que ça alourdit franchement les process. Mais il y a ce côté culture de l'écrit qui permet des fois de, et je crois que je vais voler tes mots. Je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, ou qui il y a pas longtemps, en me disant écrire c'est réfléchir deux fois ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, c'est une phrase que j'ai. Alors, je sais pas à qui l'attribuer. Je sais que je l'ai entendue moi il y a super longtemps de quelqu'un avec qui je travaillais et qui m'a passé ce goût de l'écrit. Mais je sais pas si c'est une citation d'un auteur ou de quelqu'un. Je Donc, sais pas, vas-y, on si va pas se jamais, mouiller. si jamais quelqu'un le sait, qu'il l'écrive quelque part, parce que je ne Ah, sais pas d'où ça vient. Mais effectivement, une de mes phrases clés, c'est écrire, c'est réfléchir deux fois. Parce qu'effectivement, en fait, on a créé un espace sur un logiciel qui ressemble à Loop, qui semble à Notion, qui s'appelle Loop, voilà, ouais, qui fait partie de l'écosystème Microsoft, qui est une nouvelle solution sur laquelle ils travaillent. Ils essayent d'aller grappiller des parts de marché chez Notion. Bon, j'ai toujours mon amour pour Notion caché quelque part derrière moi, mais voilà, on a un outil qui s'appelle Loop et qui nous sert à centraliser toutes les décisions qu'on prend, qui nous sert à centraliser toutes les informations qu'on agrège. C'est un espace qu'on a créé comme le plus ouvert possible, où on a graduellement, évidemment, on n'a pas fait tout le monde d'un coup, mais on a intégré toutes les parties prenantes du projet à cet espace-là, et ça leur permet effectivement de voir quand c'est bien rangé, que c'est bien organisé, et que tu t'investis là-dedans, d'avoir un partage de connaissances assez fort sur quels sont les enjeux qu'on rencontre, quelles sont les questions qu'on se pose, quels sont les livrables qu'on veut atteindre. Au tout début, pour être même tout à fait honnête, je gérais même mon delivery dessus. ok. J'avais mes tickets dessus parce que ça m'a permis d'avoir tout au même endroit et de répondre assez vite aux gens en disant bon, je te guide dans l'espace, comme ça tu comprends comment il fonctionne. Mais si demain tu as besoin de répondre à une question rapide, tu sais que tu peux y aller Fais le free. et tu trouveras toutes les réponses dedans, quoi. D'accord. Et maintenant que j'ai dit tout ça, ma question c'est, avec ton CEO quand même, pour avoir réussi à vous aligner au final sur ce côté ISO, est-ce que cette culture de l'écrit vous a aidé, ou au final pas du tout? Bah, faut admettre que après, quand on écrit, effectivement, il y a des choses qui sont lues et des choses qui sont pas lues. C'est pas du tout Ouais, une bon, critique, mais voilà, des fois on écrit, il y a des choses qui passent un peu inaperçues. Donc il faut travailler aussi à communiquer sur ce que tu écris. Il y a différents canaux pour le clairement, ouais. communiquer. Mais quand même, effectivement, on a pu poser dans cet espace-là des choses assez simples. On a découpé les enjeux qu'on avait entre nos deux équipes, on se les est partagés, mais ça a demandé encore une fois de constater à quels endroits on avait des angles morts et de quelle manière on n'avait pas vu des choses pour bien les écrire aux bons endroits et communiquer sur le fait que c'était rangé à cet endroit-là et que tout allait après se suivre à cet endroit-là, quoi.
Ah, mais très intéressant. Et puis effectivement, c'est bien d'écrire, mais si personne sait que la donnée elle est là, ça sert à rien. Copier, coller. J'ai même une page alors je pense que je suis pas le seul à le faire, mais j'ai pris le temps de faire une page dans cet espace-là où je documente la culture de l'écrit de l'équipe, où j'aborde des règles, des bonnes pratiques pour que l'écrit fasse partie de tous les gens qui rentrent dans l'univers de l'équipe, si je peux dire, et que tu comprennes si tu dois écrire quelque chose, où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce qu'on attend de toi, à quoi ça doit servir. Et j'embête beaucoup mon équipe de développeurs avec ce genre de questions-là. Mais voilà, Mais ça a une vraie valeur, hein. Non, mais c'est un point très fort de l'équipe en tout cas. non, mais clairement, ça a une vraie valeur. C'est super intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire là, au final, le sujet sur lequel on a parlé un petit moment, c'était vraiment l'alignement entre les équipes historiques côté Saphir et la nouvelle équipe côté Tina, les points de friction qui ont pu être créés, comment vous avez réussi à résoudre ça. On a parlé du fait que tu avais aussi ce côté sponsor avec ta direction, même si je pense qu'au bout d'un moment, quand même, l'idée, c'était que le projet soit de plus en plus porté par vous et de moins en moins par le sponsor, hein, pour arriver à, à, j'ai envie de dire, dédouaner certaines responsabilités et pour que vous preniez peut-être de l'indépendance. Il devait y avoir aussi un sujet là-dessus, j'imagine. Mhm. Bah, quand on a la chance d'avoir un sponsor comme ça, c'est important. Ça paraît bête à dire, mais ça va mieux en le disant. Il faut le respecter, quoi. Surtout quand c'est évidemment un responsable hiérarchique. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif était d'apporter aussi les informations à Guillaume pour qu'il puisse correctement les réexploiter de chaque côté de la barrière et en faire bon usage. Donc il s'agit de lui donner les cartes pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions, nous aider nous à prendre les bonnes derrière, que ce soit en synchrone ou en asynchrone, dans des meetings ou dans des messages Teams ou ailleurs. Mais il s'agit effectivement de valoriser la place de. Et puis j'ai la chance d'avoir un directeur technique sur ce projet-là qui m'a fait beaucoup confiance, qui m'a laissé avec l'équipe, on a pu prendre des directions qui sont pas forcément intuitives au début. On a misé sur des investissements en termes de delivery qui paraissaient peut-être un peu contre-intuitifs et pas forcément simples à porter, mais il nous a fait confiance, ça a marché et après c'est cool quoi. Ok, ok. Euh, le comment dire l'angle, je suppose. Euh, comment dire, je suppose. Ce qui vous a permis notamment d'arriver à vous aligner et continuer et avancer sur le projet Tina, c'est le fait, comme tu as dit tout à l'heure, d'avoir accès à des clients. Ouais. Et la question que je me pose là-dedans, c'est euh, euh, vous, côté Tina, vous aviez des problématiques à traiter. Côté Saphir, il y en avait. Mm. Est-ce que l'idée, c'était de trouver aussi des synergies qu'il y avait là-dedans, ce genre de choses, entre les deux produits et les problématiques? Ouais, bah en fait, je suis pas sûr de voir la portée de la question que tu poses, mais très vite, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait, avec ce qu'on apportait comme nouveaux outils, nouvelles stacks, nouvelles pratiques, quelles sont les choses sur lesquelles on pouvait apporter des nouveautés qui portaient du sens pour les utilisateurs actuels. Euh, dans notre schéma de développement là, on n'est pas le produit central de Sinovo Group. On est un peu pas un side project, mais on est un produit qui est quand même qui vit à travers Saphir, donc on doit en tenir compte. Donc il s'agit de bien comprendre à travers les différentes parties prenantes de Saphir, les gens qui font le support de Saphir, qui vendent Saphir, euh, quelles sont les choses qui remontent et sur lesquelles on doit s'appuyer pour prendre des décisions. Mais le travail que vous avez fait côté Saphir, ça a pu alimenter, pardon, côté Tina, ça a pu alimenter aussi et accélérer des prises de décision côté Saphir. On peut prendre des exemples, des analyses de tickets support, ce genre de choses. Accélérer, non, je dirais pas, mais on a pris pour nous un certain nombre de tous les sujets qui étaient qui étaient dans le scope de ce qu'on était en train de développer.
On les a réintégrés, tous les tickets en support qui concernent la partie fonctionnelle que nous on traite. Il a fallu plonger dedans, les lire, les comprendre, savoir comment on les règle. Est-ce que ce qu'on fait est en train de régler 10% ou 90% de ce qui remonte du terrain en support? Est-ce que les demandes qui viennent des commerciaux, est-ce qu'on est en train de vraiment correctement y répondre ou est-ce qu'on va laisser flotter des réponses dans le vide? Bon, c'est des questions, je pense, auxquelles tous les PM sont confrontés au quotidien, Ouais. quoi. Et le quelque chose qu'on peut creuser aussi, c'est euh, tu l'as dit, hein, Saphir, quelque chose d'éprouvé, existant. Il y avait des process. Vous côté Tina, t'es arrivé avec ta connaissance, on va dire du product management, ta boîte à outils. Mm, Et une équipe en plus que tu connaissais déjà. Donc, mm. tout à l'heure, on parlait de sprint, le fait que vous ayez réduit ces durées, ça c'était un premier élément. Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place vraiment qui venait de cette boîte à outils pour arriver à travailler plus vite, ou enfin, tes premières pierres produits, on va dire, dans cette équipe-là? Alors, dans ma boîte à outils, je ramène la culture de l'agile, l'approche agile qu'on avait auparavant, en me rendant compte qu'il faut que j'adapte assez vite, comme on l'a dit avant, réduire les cycles. Là, récemment, je fais vite une petite parenthèse, mais je reviendrai sur les fondements après. Mais récemment, il y a quelques mois, on a décidé de mixer une approche agile traditionnelle avec ce qui est écrit dans ShapeUp en intégrant un système de batch qui dure un mois chez nous. Ouais. On l'a décidé parce qu'on avait besoin d'avoir un cycle plus long qui permettait à partir de là, c'était quoi cet été, quelque chose comme ça, qui permet à l'équipe d'augmenter sa visibilité. Parce que jusque-là, il était impossible pour nous de prévoir les choses à trop long terme. Ouais. On prenait le chaos tel qu'il venait, on prenait les sujets tels qu'ils venaient, on s'adaptait au jour le jour. Donc le cycle raccourci allait bien. Et quand il a fallu se dire on doit planifier sur des temps un peu plus longs, on a voulu garder ce cycle d'une semaine, mais le regrouper par système de batch sur lesquels on fait des paris. Alors je vous laisserai regarder. Je sais pas si La la méthode, méthode ouais. ShapeUp, on va pas creuser ShapeUp en détail là, mais il y a plein de choses hyper intéressantes dedans. J'ai un peu regardé ce qui se fait à gauche, à droite et ce que d'autres boîtes ont écrit sur comment est-ce qu'ils l'ont adapté. On a fait un truc, ça nous rend service, on est très content. Ça ressemble à quoi, justement? Vous, ce que vous avez fait? Bah, en fait, on a repris toute la partie, tout ce que j'évoque là. Donc, en fait, dans ShapeUp, ils font l'explication que ça sert à rien de faire des backlogs beaucoup trop longs, où en Ouais, fait, il y a ouais. plein d'idées que tu traiteras jamais. Donc ils font un système où en fait donc les cycles sont plus longs déjà, c'est 8 semaines je crois dans le bouquin. Ouais. Ouais, je crois que c'est 6 semaines plus 2. Ouais. Donc en fait, tu as un temps où en fait dans ton batch, quand tu démarres le batch, tu fais des paris sur ce que tu vas arriver à faire à travers une betting table qui rassemble différentes parties prenantes du projet. Sur cette betting table, tu vas dire OK, on veut attaquer ça, ça, ça. Tu te laisses un temps de batch pour le faire. La fin du batch est clôturée par ce qu'ils appellent un cooldown, où en fait tu laisses l'équipe s'attarder sur tout ce que elle a vu pendant le batch qui était critique et qui nécessitait de revenir dessus. C'est souvent du ticket un peu archi, c'est souvent du bug fix, c'est souvent des expérimentations à faire parce qu'on a vu qu'il y avait un truc à préparer et qu'il faut le rentrer en expérimentation à un moment donné. Donc il y a un temps de cooldown qui permet à l'équipe moi je leur dis c'est votre temps, c'est là que vous allez vous consacrer à tous les endroits où moi j'ai des angles morts parce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus, c'est des trucs sur lesquels vous avez envie d'attaquer un sujet ou l'autre. Donc on a mis ça en place pour gérer à la fois ce temps-là de tickets un peu plus Des techniques et structurels, des compagnie. techniques, etc. Apporter un temps d'expérimentation nécessaire et en même temps donner une visibilité et un engagement beaucoup plus fort à délivrer quelque chose sur un temps un peu plus long que la semaine. Donc ça nous a permis de communiquer beaucoup plus facilement aussi avec certaines équipes en interne, de communiquer avec certains clients, de prendre des décisions avec la direction. Donc ça c'est très Et, cool. Après on est mais venu, pardon.
Non, vas-y, pardon, je te coupe. Vas-y. Dans ma boîte à outils, on est venu aussi avec une approche qu'on appelle le craft, communément, le software craftsmanship, c'est dur à dire ce truc-là. Donc en fait, dans le craft, il y a plein de choses hyper intéressantes. Tu as l'approche clean code, clean archi, tu as DDD. Et DDD nous a beaucoup servi dès le DDD, départ. Alors DDD, oui, vas-y. pardon, Domain Driven Design. On savait que je le dirais pas. Euh, Domain Driven Design. Donc en fait, c'est une approche de conception logicielle qui te permet de concevoir ton architecture et ton logiciel au sens large à travers le regard métier de l'utilisateur. Donc en fait, tu vas chercher à te questionner sur les termes que tu utilises dans la définition de tes différents éléments de ton architecture. Tu vas te questionner sur l'existence de certaines méthodes, de certaines fonctions pour savoir si elles représentent correctement le métier. Il y a beaucoup de matières qui existent sur Internet pour se documenter. Il y a vraiment une bibliothèque entière de bouquins qui ont été écrits sur le domaine driven design. Ce qui avait d'intéressant là-dedans, c'est que on avait tous cette culture-là commune parce qu'on l'avait déjà dans la boîte d'avant où on bossait ensemble. Et moi, en tant que designer de formation, c'est des choses qui me parlent beaucoup. C'est des choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de beaucoup lire et de beaucoup aussi apprendre de mon côté. Et en fait, ça me permet de sensibiliser beaucoup plus facilement l'équipe aux enjeux métiers auxquels on répond et de rapprocher finalement l'utilisateur de la conception logicielle, quoi. Et je trouve ça très intéressant, cette partie-là, là. Le métier qu'on fait, globalement, je vulgarise. L'idée, c'est d'éviter les silos, de faire en sorte que on pense toujours à l'impact qu'on amène aux clients, à l'utilisateur. Ça, c'est les grands termes à chaque fois qui arrivent là-dessus. Comment on y arrive en faisant en sorte que, notamment, l'équipe technique soit toujours très sensible au business. Les grands mots en général Mmh. qu'on est en train de sortir. Et puis derrière, on se dit quoi? Ben c'est bien quand l'équipe tech elle est au contact du client. Alors ça peut être quoi? C'est au départ on réfléchit aux incidents support. Ok, c'est un premier truc. Après il y a ce côté quand tu fais de la discovery qui t'accompagne et tout. Ouais, très bien, très bien. Mais l'aspect que tu mets en avant, c'est pas forcément un aspect qui est souvent mis en avant, ou du moins j'entends souvent dans les échanges que je peux avoir. Mais je le trouve super important, c'est-à-dire dans le quotidien, dans la manière de travailler, que les termes utilisés, et comme tu dis dans l'archi, dans le code, ce soit les termes utilisés du domaine métier qu'on cherche à servir, c'est super important. C'est une des choses Mmh. qui permet à justement à l'équipe technique de rester très sensible à cet aspect métier qu'on cherche à servir. Donc super intéressant. Et ça, c'est quelque chose donc que vous avez amené donc qui n'était pas forcément, alors je dis pas que c'était pas du tout orienté utilisateur ou client, mais côté Saphir, ce côté DDD ou autre, c'était pas forcément la culture actuelle. Bah, Saphir est aussi une solution qui a 12 ans d'existence. Donc, dans sa conception, évidemment, il y a d'autres enjeux et je le répète, c'est un logiciel assez complexe qui demande aux gens qui interviennent dessus de vraiment passer beaucoup de temps et de donner beaucoup de talent au développement de Saphir. Donc, c'est juste que le débat est pas le même, que là, on amène des pratiques qui sont nouvelles en vrai, c'est des concepts dont on parle, même si certains existent depuis longtemps, on n'en parle pas depuis si longtemps que ça. Nous, on a l'impression, à travers notre expérience, au moment où on arrive, d'avoir compris un truc qui va nous aider, qui a porté l'équipe sur un projet qui était hyper engageant et qui nous a rendu beaucoup service. Donc là, on se dit quand on démarre, on se dit en fait, faisons tout de suite les bons choix dans la façon d'appeler les services, dans la façon de concevoir le soft. Même si on manque d'infos, on prend le temps de s'interroger si on prend les bonnes décisions dans la façon de concevoir le soft là-dessus. Ça va peut-être nous faire perdre du temps au début, mais à la fin, on gagne du temps. Et dans la discussion avec le métier, avec les gens qui sont customer facing, ça va beaucoup plus vite, quoi. On perd pas du temps, on investit du temps. Exactement. Et justement là, ces différentes briques,
j'essaie de reprendre, si on est sur la trame principale, ce côté euh, nouveau produit dans un groupe avec une solution déjà existante. Euh, En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément mis en avant, mais qui est une vérité. C'est-à-dire que un truc qui est super agréable et qui permet quand même d'arriver à avancer dans la situation dans laquelle t'étais, c'est t'arrives dans un environnement où il y a un produit qui est déjà existant, qui génère déjà des revenus. Donc il y a quelque part du cash vraiment euh, qui est déjà présent pour te permettre d'avancer, créer ton produit. Euh, Vous savez combien vous générez, combien vous allez pouvoir investir. Donc il y a une stabilité financière qui te permet d'avancer. Mm. Et ça c'est super intéressant quand tu dois être en fait first PM mais dans une structure déjà existante. C'est très rassurant quand même si la gestion des coûts, elle est toujours assez critique, il faut faire attention. Donc toi, ça te permet d'avancer. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu sors un nouveau produit, ça peut générer du cash également, bien entendu, c'est le but. Par contre, tu arrives avec des nouvelles méthodologies, des méthodos qui sont pas forcément celles qui sont actuelles sur l'ERP existant, et ce qui peut potentiellement générer des nouvelles pistes d'amélioration sur la façon de travailler sur côté Saphir. Je pense qu'il y a. Enfin, est-ce que vous avez réussi à identifier des process, des méthodos que vous avez mis en place et qui allaient servir également sur l'autre partie? Bah, pour l'instant, on est encore d'une certaine manière, on est encore au début de ça. Ouais. Il y a des choses qui sont encore en train de se tester chez nous, qui sont en train de faire leurs preuves, et en tout cas, on espère, et de montrer qu'il y a un résultat attendu pour le client derrière qui est positif. On commence déjà à voir des évolutions en interne avec des questions, avec là, je vais pas pouvoir creuser un peu le détail parce qu'on est en plein dedans et que c'est l'actualité de la boîte et il y a des choses que je peux pas raconter en détail, mais effectivement, on, on, on voit la boîte bouger. Est-ce qu'on a contribué à ça? Peut-être, probablement. Je suis très, comment dire, je suis pas envie de tirer la couverture à moi parce que je suis pas du tout central dans l'organisation par rapport à ça. Mais je pense Mais c'est possible. Voilà, on va dire que mais je pense qu'effectivement, il y a des questions que différents départements se posent sur lesquelles les nouvelles pratiques feront du bien, quoi. ouais, mais ne serait-ce que comment dire, générer la réflexion. Ça montre l'envie de faire évoluer les choses, Bah, d'améliorer les choses. Ça veut c'est pas dire que c'est pas bien à la base. Ça veut dire qu'on veut faire encore mieux, quoi. ça. Encore une fois, en toute humilité, je suis pas venu là chez Sinovo Group pour me dire je vais révolutionner la boîte, c'est moi le king, je vais tout changer. Je sais juste que j'ai vu beaucoup de boîtes par le passé dans différents contextes, y compris des boîtes dans des contextes assez similaire à celui de Sinovo Group, où je sais qu'il y a ce genre de questions-là qui arrivent à un moment donné. Quand j'arrive, je me dis bon bah si je peux faire un peu de partage de connaissances, de compétences, d'où l'idée aussi de faire un espace, une culture de l'écrit complètement ouverte, d'appliquer la transparence radicale à mon échelle, d'essayer de voilà d'être dans l'ouverture constante autour de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Je pense que ça peut que être du positif. Si j'arrive à faire bouger une organisation, ne serait-ce que sur un point de la façon dont elle délivre, la façon dont elle réfléchit par rapport aux besoins du client, c'est top, quoi, en vrai. Non, super intéressant, super intéressant. Puis ça montre aussi que en interne, il y a ce que toi t'apportes et il y a l'envie aussi de 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 faire évoluer des choses. C'est-à-dire encore une fois, c'est bien parce que ça marche. Maintenant, on sait comment le monde tourne, hein. C'est-à-dire que euh, comment dire, faire du surplace, ça n'existe pas, hein. C'est soit en avance, soit en recul. Donc, ça montre Complètement, ouais. également que côté Sinovo Group, euh, il y a ce côté s'intéresser à ce qui a été fait pour voir ce qu'on peut prendre là-dedans et faire évoluer de l'autre côté. C'est super intéressant. Ça montre vraiment qu'il y a cette dynamique d'amélioration continue. C'est très intéressant. Mais de toute façon, ce qu'il y a de rassurant aussi dans l'histoire je l'évoque là parce qu'on est revenu dessus il y a pas très longtemps sur une réunion avec la direction enfin c'était un atelier de travail hyper enrichissant sur l'ensemble du groupe.
on est revenu sur la vision de l'entreprise, dans les valeurs que les associés avaient écrites à l'initial, il y avait l'innovation. Et on s'est un peu posé la question 2 secondes, qu'est-ce que ça veut dire innovation aujourd'hui? Tu sens que c'est une boîte qui a vécu l'innovation depuis le départ et qui délivre fort pour innover. Honnêtement, enfin, c'est au-delà du contexte réglementaire un peu complexe dans lequel, voilà, on est hébergeur de notre propre solution, on est HDS, c'est du on-prem, c'est un client lourd, le contexte est compliqué. Dans ce contexte-là, la boîte délivre hyper fort sur des choses qui sont hyper innovantes. Je vais pas faire la liste là, mais parce que c'est pas l'objet, mais il y a des équipes qui font des trucs absolument fabuleux chez nous, mais uniquement parce que le delivery est organisé pour tenir quoi qu'il arrive. Et donc, quand tu arrives dans une organisation comme ça et que tu dis, moi j'ai des nouveaux trucs, forcément il faut faire un peu ses preuves et dire, ok, bon bah regarde, moi je travaille un peu différemment, voilà ce que ça apporte. Donc c'est pour ça que je te réponds pas avec une réponse radicale en mode on a tout changé, mais plutôt on espère avoir de l'impact, Ouais, même ça suscite petit, une réflexion. parce que ça voilà, ça amène des réflexions à tous les niveaux et que tout le monde aura son avis positif ou négatif sur comment est-ce qu'il faudrait travailler en 2026, quoi. Non, mais super intéressant, super intéressant. Même si effectivement, tu peux pas rentrer dans les détails, ce que je comprends complètement, mais ce côté susciter la réflexion pour potentiellement faire des changements, c'est bien. C'est non, mais très très bien. Et il y a des sujets qu'on avait évoqués un peu en amont et sur lesquels on n'est pas forcément rentré. Là, tu as parcouru 2, 3 trucs sur le côté aspect réglementaire que vous avez, mais bon, c'est comment dire. J'imagine que c'est pas forcément les points sur lesquels toi tu t'es le plus attardé côté Tina pour arriver à aller assez vite, quoi. Ouais, il a fallu prendre des décisions pour permettre de continuer à avancer vite, donc éviter de se retrouver à gérer de la donnée de santé, à rentrer dans un cadre de certification qui est difficile, qui amène beaucoup de process, beaucoup de contraintes. Ça, c'était une décision assez évidente dès le départ de la part de notre direction et qui a pris la décision de façon très éclairée là-dessus. Voilà, donc à partir de là, on peut avancer beaucoup plus librement, même dans un contexte contraint, et c'est hyper agréable. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, pour toi, là, quels sont les points au final qui font que euh, l'expérience que tu vis depuis quasiment 2 ans font que, on peut le dire comme ça, même si on va voir ce que le produit va donner à l'avenir et compagnie, mais pour l'instant, ça reste vraiment une réussite. Quels sont les points clés qui ont permis ça pour toi? Bah déjà le fait d'avoir un bon appui au niveau de la direction, comme je l'ai dit avant, pour moi l'histoire est pas la même si t'as pas un appui éclairé, pertinent avec ta hiérarchie, avec ton boss. Comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir un boss alors à qui il faut quand même, comme j'ai dit, il faut sécuriser les choses, il faut lui apporter une réflexion, sentir qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on a pris les bonnes décisions, ça c'est évident. Mais si ça c'est correctement fait et que tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te fait confiance, en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet de prendre beaucoup plus facilement les décisions, pas avoir besoin de justifier trop les choses non plus. Donc ça, c'est game changer dans une histoire de first PM quand il y a quelqu'un qui te fait confiance et qui te laisse avancer, quoi. Ouais. Euh, Après, c'est aussi probablement le fait de savoir un peu se dire, ok, à quel endroit j'ai déconné, quoi. À quel endroit je peux faire mieux, à quel endroit il y a des choses qui peuvent s'améliorer dans la façon dont on bosse, dans la façon dont on a compris les choses. Euh, on l'a dit à plusieurs reprises, mais il a fallu à plusieurs moments revenir vers l'équipe qui développe Saphir, revenir vers le support, vers les sales, pour s'assurer qu'ils avaient bien compris les choses, pour s'assurer que nous, on avait bien compris les choses. Donc, c'est un conseil qu'on entend souvent dans le monde du product management, mais la communication avec les différentes parties prenantes, elle est clé, et surtout dans un contexte où tu es dans une boîte qui est mature, qui a son marché, qui croît, qui grandit.
et il faut pas les freiner. Donc en fait, tu es obligé de prendre en compte les choses et de t'adapter au fait que bah en fait c'est à la fin c'est eux qui auront raison et c'est à toi de t'adapter quoi. Et si t'es pas en capacité de te dire non mais en fait c'est à moi de m'adapter, ça va apporter de la friction supplémentaire et t'arriveras pas à faire à bouger un système qui est pas fait pour bouger et qui a pas d'intérêt à bouger en fait. Donc il faut trouver les bons endroits où tu vas dire ok là je m'adapte, là je m'adapte. Il y a des endroits où il faut qu'on discute, mais on s'attarde dessus, et on prend le temps quoi. Et le fait d'avoir le D'accord. temps a beaucoup aidé quoi. OK, très, très intéressant ce côté, avoir l'humilité et mettre bien l'ego de côté, ça on en a parlé avec pas mal d'invités déjà sur ce type de poste et le point sur lequel tu reviens, le fit avec les founders, la Mmh. confiance qui est accordée, et qu'on gagne aussi, et qu'on entretient par rapport au travail qu'on arrive à rendre. Super intéressant. Heu de mon côté, j'ai quasiment bouclé toutes les questions que j'avais pour toi. On les a pris un peu pêle-mêle. Je sais, je fais tout le temps ça. Euh, il y avait une dernière question, mais je pense que tu y as répondu. Peut-être que si tu veux ajouter quelque chose, c'était sur le côté les conseils que tu peux apporter, les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui va un peu sur une expérience similaire à la tienne, c'est-à-dire vraiment arriver nouveau produit dans une boîte qui a déjà une solution existante. Ouais, bah c'est un peu ce que je viens de d'évoquer Voilà, là quoi. tout à fait. C'est savoir s'intégrer dans un système sans le perturber, sans le freiner, en tout cas en le freinant un minimum, savoir s'adapter. C'est typiquement le genre d'endroit où les divas, à mon avis, ça marche pas très bien. Donc ouais, et puis la communication avec les parties prenantes. Ouais, il faut rassurer, il faut écouter, on en parlait avant de démarrer l'enregistrement, mais c'est un métier énormément humain où à la fin il faut que tout le monde soit rassuré, que tout le monde comprenne quoi. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Non, mais super intéressant en tout cas. Moi de mon côté, j'ai fait le tour, donc je pense que je vais pouvoir te libérer David. On a pas mal Super. échangé. J'ai pas vu le temps Si des gens passer. ouais, tu m'étonnes. Si des gens veulent te retrouver, je suppose sur LinkedIn, Sur le LinkedIn, grand ouais, c'est classique. l'idéal, ouais. Très bien. Ben, je te remercie en tout cas. Passe une bonne fin de journée et je Marc, vous souhaite plein de bonnes choses. Salut. salut. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.